Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un homme international et un homme de l'industrie. J'ai nommé Bart Choot. Bonjour Bart. Bonjour. Alors Bart, tu as un très beau titre que je vais tenter de dire en anglais avec le même accent et la même élégance que toi, puisque tu es le directeur Digital Transformation Learning Programs. Ouf. Exactement. Au sein de Saint-Gobain. Voilà, donc c'est tous les programmes qui soutiennent nos programmes de transformation digitale, qui sont aujourd'hui évidemment dans le domaine de tout ce qui est data et à l'heure actuelle, generative AI. Ça, on va y revenir parce que ça me passionne. Alors, juste pour poser un petit peu le décor côté Saint-Gobain, parce que du coup, je faisais mon homework juste avant cet épisode, quelque chose m'a frappé en fait. Saint-Gobain, c'est une entreprise française qui est née en 1665. Oui. Et tu te dis, mais incroyable. Alors moi qui suis, tu sais, juste à l'échelle des startups, où les startups viennent, disparaissent. Là, je me dis, mais quelle histoire, 1665. Et c'est une entreprise française qui a réussi un virage international, on en parlait tout à l'heure, puisque vous êtes présent dans plus de 76 pays aujourd'hui. Votre cœur de métier, on ne le sait pas forcément toujours, c'est la construction, la production et la distribution de matériaux et de services pour les marchés de l'habitat et de l'industrie. Et en fait, on ne le sait pas, mais parfois quand on se balade dans la rue, finalement, vos produits, vos solutions, ils sont un peu partout. Et ça peut être dans les bâtiments, les transports, les infrastructures. Donc, vous êtes caché, mais vous êtes un peu partout. Et pour poser un petit peu la taille, vous êtes à peu près 160 000 collaborateurs, oui. C'est bien ça? Ouais. Oui. Une vraie petite ville, rien qu'à vous tout seul. Oui, exactement. Alors, on va revenir justement sur Saint-Gobain, vos enjeux de transformation actuels. Mais d'abord, je voulais connaître un petit peu quel était le métier que tu voulais faire quand tu étais petit. C'est une excellente question. Moi, je pense que je me suis jamais posé la question vraiment avant que je suis allé à l'université. J'étais quelqu'un qui vivait un peu l'insouciance. J'étais très sportive, mais aussi je faisais beaucoup de théâtre musical. Je jouais le piano. Donc j'avais une superbe vie quand j'étais jeune et je me suis jamais posé la question qu'est-ce que je veux faire. Et c'est mon père qui disait au moment qu'il fallait que je décide pour l'université, tu devrais être ingénieur. Donc j'ai dit OK. Et j'ai choisi l'université, la meilleure université que je pouvais. Et je suis allé à Cornell et je l'adorais ça. Alors, on peut peut-être s'arrêter sur Cornell, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une des universités qui fait partie un peu du Saint des Saints, de l'Ivy League. Oui, tout à fait. C'est un des Ivy League. On ne parle pas autant que Harvard et Princeton et les autres, mais superbe recherche et perdu dans la campagne, donc une très très belle. C'est dans l'État de New York, c'est ça? C'est dans le nord de l'État de New York, oui. Et j'étais interviewé pour entrer chez Cornell par quelqu'un qui disait, en tant qu'ingénieur à Cornell, tu vas travailler comme un fou pendant 4 ans, mais quand tu sors, tu peux faire tout ce que tu veux. Et là, c'était le phrase qui me disait, OK, je vais aller à Cornell. Et c'est comment d'être dans une Ivy League américaine? Génial. Le podcast n'est pas assez long pour l'expliquer, oui. Tu étais dans une fraternité? Oui, j'étais dans une fraternity avec un groupe d'hommes très divers qui était la force de cette fraternity. C'est pas les fraternities comme tu vois dans le cinéma. Et j'ai fait ingénieur en informatique tout au début de ce métier d'ingénieur en informatique. Donc ça, j'ai entré en 78 et j'ai gradué en 82. Et là encore, je savais pas exactement qu'est-ce que j'ai voulu faire. J'ai adoré l'ordinateur, j'ai adoré la programmation. Que petit, tu étais déjà en train de programmer sur Atari ou des choses comme ça? Absolument pas. Okay. Absolument pas. Et ensuite, il y avait Accenture, à l'époque Arthur Andersen, qui est venu sur le campus. Je les interviewais, je les ai trouvés superbes. J'avais un ami qui est entré chez Accenture l'année avant et donc j'ai entré chez eux à New York. Et cette expérience était très formateur. C'était la naissance de la division technique dans Arthur Andersen, qui était une boîte d'audit à l'époque et qui est devenue une énorme boîte de conseil et s'est séparé quelques années après en Arthur Andersen et Andersen Consulting, et maintenant Andersen Consulting est devenu Accenture. Mais à l'époque, on était un groupe d'une centaine à New York à inventer, c'est en 82, à inventer comment délivrer
les énormes systèmes complexes comme le système pour gérer la bourse américaine. On a ensuite fait la bourse de Paris. Plein d'applications comme ça. Et c'était un groupe d'ingénieurs avec un leader où on avait une culture que pour chaque mission chez nos clients, il fallait livrer la solution que le client a demandé, on time, on budget, etc. Mais surtout, il fallait avancer l'état de l'art, inventer d'autres outils. C'est une approche très recherche, hein, finalement, très R&D. Oui, mais c'était juste, chaque fois qu'on fait quelque chose, on doit améliorer le processus pour la deuxième fois qu'on va le faire. Et ça m'a affecté toute ma vie. Surtout qu'Accenture, c'est quand même une sacrée école. Oui. Moi, j'ai été, c'est marrant, il y a 2 ans dans leur bureau de New York, qui est incroyable, vraiment en plein cœur de Manhattan. Et quelques personnalités du learning, je crois qu'il y a Morgane Vidal de Veolia qui a été aussi formée chez Accenture. Mm-hmm. C'est quand même une machine aussi. C'est une grosse école avec quand même des horaires, une pression. Tu vois énormément de secteurs, d'industries différentes, un benchmark. Mais c'est quand même une sacrée école qui te met un peu sous pression quand même. Hein. Oui, mais les gens qui rentrent sont très très bons. Tu sais, on grandit par la pression. Ouais. Donc, il faut pas que la pression soit trop pour que ça t'écrase. Mais non, on a adoré ça. L'émission était challenging. Et cette rivalité en interne, tous les mois, on s'est réunis pour partager qu'est-ce qu'on a fait sur tel ou tel projet. Et donc, on a voulu montrer que notre projet a fait un grand avancée et moi, j'ai adoré ça. Et tu restes à peu près 20 ans. Ça veut dire que toi, la greffe a bien pris et que tu étais complètement fait pour cette industrie, en fait, du conseil aussi. Effectivement. Sauf que en 86, j'ai demandé à être muté à Paris. Parce que mon patron, le manager de ce groupe à New York, a été muté à Chicago dans une position globale. Et j'ai dit, c'est temps de changer. Et soit j'allais quitter Accenture, soit je dis, je veux venir en Europe. Et j'ai choisi Paris parce que c'est là où on faisait les projets les plus intéressants. Et il n'y avait pas encore Emily in Paris, en plus. Non, et pas encore ça. Mais c'était en 86, c'était peu commun pour un manager d'être muté comme ça. J'avais un billet sens unique. Le frisson. Ça n'a pas duré plus de 2 mois du moment où j'ai entamé des discussions et que j'étais sur un avion. Et j'arrivais ici en septembre 86 et c'était magnifique. Et le choc culturel n'a pas été trop fort? Pas trop fort, mais je cherchais ça. J'aimais être un étranger. Cette sensation que rien n'est facile mais aussi, je m'appelle un jour, j'ai traversé le pont des Beaux-Arts vers 19h le soir et je dis, moi, je suis un Parisien. Ah. Et c'était... non, j'ai beaucoup aimé ça. Et le travail était magnifique, etc. Et donc, après ça, une fois que les gens, les partenaires ont vu que moi, j'étais mobile, j'ai eu les appels pour aller dans l'Afrique du Sud, pour aller à Washington, D.C., pour aller à Chicago, à Londres. Et parce qu'aussi, je faisais partie de cette petite groupe d'experts informatiques. Et donc, j'ai resté plutôt en Europe, mais j'ai travaillé un peu partout. J'ai terminé à Londres en 2000. Et comment se fait la bascule côté Saint-Gobain? C'est petit à petit, tu as d'autres expériences et tout d'un coup, tu vas être happé par un grand groupe qui te chasse? Comment ça? Non, pas du tout. Quand j'ai quitté Accenture, c'était pour aller En fait, j'ai voulu quitter le monde de conseil parce qu'à ce niveau-là, quand tu deviens associé, c'est que la vente du projet. Tu peux ramener du business. Et voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui aime faire. Donc, j'avais un projet d'entrer dans une entreprise. J'avais imaginé CIO, pourquoi pas. Maintenant, je constate, c'est absolument pas du tout ce que je veux faire. Et donc, j'ai passé par d'autres petites initiatives à Londres, etc., avant de dire définitivement, je vais arrêter, je vais trouver quelque chose. Et je suis venu m'installer à Paris et je n'avais jamais vraiment vécu à Paris, hein, que 2 ans au début de toute cette expérience. Donc, je n'avais pas de contact, j'avais pas... Et j'ai sondé tous mes ex-collègues d'Accenture et il y avait un qui m'a mis en contact avec le DSI, le CIO de Saint-Gobain, qui venait d'arriver 1 an avant.
et qui voulut renouveler. Et donc, là, c'est passé très, très vite. J'ai entré en fin 2003 et j'ai passé 8 ans dans le DSI sur l'émission de nouvelles technologies et j'ai adoré ça parce que je voyais le fruit le résultat de tous les projets, etc. Mais les 2 dernières années, je m'ennuyais un peu parce que tout était facile, tout était rodé et je grandissais pas comme j'ai voulu. Et donc, le directeur de talent chez Saint-Gobain est venu me voir en disant, nous, on a cette direction de formation, on a besoin de aller plus vers la technologie et aller plus vers l'international. Est-ce que ça t'intéresse de venir être responsable de cette mission? Pas directeur de la formation, ça c'était Dominique Pépin, mais apporter digital dans la formation. Et donc, j'ai accepté ça, j'ai trouvé ça superbe, j'ai toujours aimé former. À un moment donné, j'ai pensé être professeur. Oui, t'as jamais franchi le pas, je t'aurais bien vu enseigner. Non, pas encore. Et jamais trop tard. Hein. Et j'ai oublié, parce que qu'est-ce que j'ai rêvé faire? En fait, j'ai rêvé d'être un acteur. Parce que, comme je vous ai dit, quand j'étais jeune, je faisais du théâtre musical. Et quand j'étais à Cornell, je faisais du théâtre. Et j'ai rencontré pas mal de professionnels qui me disaient, t'es un ingénieur à Cornell et tu veux quitter ça pour être acteur? Jamais de ta vie. Tu peux toujours faire du théâtre à côté. Et donc, j'ai continué avec ça. Et donc, ce poste que je tiens maintenant, 11 ans, non, voire plus que ça, 13 ans maintenant, je l'adore. Ça change tout le temps. Et tu peux nous expliquer, parce que du coup, ta mission a quand même beaucoup évolué, j'imagine. Quand tu as pris ton poste, du coup, il y avait cette priorité qui était finalement de commencer à infuser la formation, le digital, excuse-moi, dans le learning. Et aujourd'hui, tu commences à l'évoquer. On est dans un monde où il y a plus de data, plus de AI gen. Quelle est un peu ta feuille de route? Comment tu t'organises? Une très bonne question. Donc, quand je suis arrivé, on avait un petit LMS qui fonctionnait pas très bien. Et on produisait en groupe central un e-learning par an. Donc, il y avait un sujet. C'est la rareté. On devait l'apprécier quand il sortait. Ouais. Et dans les usines, on faisait plus de petites formations pour former les opérateurs, mais c'était vraiment pas grand-chose. Donc, première chose qu'on a fait, c'est on a remplacé le LMS. Et le LMS nous a obligés aussi de changer notre manière à proposer la formation. Avant, on avait un catalogue en ligne, mais tu ne pouvais pas t'inscrire toi-même. Il fallait appeler ton RH. Donc, on a changé ça. On a dit, tous les cours sont en libre service. Tout le monde peut les suivre. Et il fallait se battre pour ça. Mais donc, on a lancé le LMS qui était initialement que pour le e-learning. Maintenant, c'est toute formation. Et j'ai guidé ça pendant plusieurs années. Et en même temps, après qu'on a installé ça en 2013, ensuite, en fait, même avant qu'on ait installé ça, moi, je suis arrivé, je connaissais rien sur le learning. Mais je savais comment apprendre. J'étais un fan de Twitter et d'autres réseaux sociaux pour apprendre. Et j'ai commencé tout de suite à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est cette métier, qu'est-ce que c'est pédagogie, etc. Et mon boss à l'époque, Dominique Pépin, donnait des cours à ESCP et a demandé que je venais faire une présentation sur le Future of Learning. Et en fait, il n'a pas appelé ça Future of Learning, il a appelé ça Digital Technology dans la formation. Mais moi, c'est toujours cette expérience Accenture, je me projette toujours dans le futur, où on va. Et pour moi, en 2012, c'était clair que le vidéo était le médium à privilégier. Que les e-learning classiques avec les slides, avec les caractères, je trouvais ça pas intéressant, difficile à construire, difficile à modifier. Pas engageant. Donc, on a installé un studio, on a approprié les outils pour le faire, on a formé tout le monde comment le faire. Et en 2015, donc déjà avant 2015, on avait ce studio et on faisait les webinars. Mais ensuite, en 2015, on m'a demandé de créer une formation pour les RH sur le digital, qu'on appelait Digital for HR. Et j'ai construit ça comme un MOOC, parce que les MOOC commençaient à avoir... c'est toi-même qui l'as construit, qui a scénarisé.
C'était pas prévu comme ça, mais finalement, c'est moi qui a fait ça pendant 1 an. Tous les mois, on sortait une vidéo de 15 minutes, plus un webinaire. Et donc, on avait le plan, mais tous les mois, il fallait faire la recherche pour savoir qu'est-ce qu'on voulait dire, créer la vidéo et ensuite organiser le webinaire avec des invités comme Cécile Dejoux qui est venue plusieurs fois. Et ça a cartonné. Et l'objectif, c'était quoi? C'était faire monter en compétences les équipes learning, les acculturer plus rapidement? C'était... C'est plutôt une culture digitale. Ouais. Tu sais, les RH, en général, ils craignent un peu la technologie. C'est une grosse généralisation, mais plutôt vrai. Et l'idée était qu'il fallait qu'ils comprennent bien qu'est-ce que c'est l'Internet et comment ça va changer tout. C'était la période de Glassdoor où les employés puissent dire ce qu'ils veulent, le LinkedIn, etc. Donc, il fallait les expliquer tout ça. Et cette formation a fait un modèle, si tu veux, parce que c'était la première fois qu'on a fait quelque chose comme ça. Ensuite, on a fait la même chose pour la finance, la même chose pour les achats. Voilà, donc ça, c'est maintenant en 2015. Et c'était un peu après ça que j'ai passé la main du LMS et de la technologie. Ça y est, ça roulait, ça fonctionnait bien. Donc, ouais. OK, tu passes la main. Et ensuite, j'ai pris cette responsabilité pour le pilier Digital Transformation. La première question, notre DRH me posait toujours, elle disait toujours, on a besoin de plus de talents digital ou digitaux. Et je disais, mais ça veut dire quoi? Je comprends si on a les gens avec un talent particulier digital, mais sa mission était que tout le monde soit plus digital, sans qu'on soit capable de dire qu'est-ce que c'est. Et j'ai posé la question, j'ai énormément réfléchi, et puisque personne n'avait un avis, j'ai dit, OK, qu'est-ce que ça veut dire d'être digital? Numéro 1, c'est d'avoir une personnalité curieuse. Et deuxième chose, qui n'a pas peur. Et surtout pas peur du technologie. Et donc, avec ces deux qualités, ils savent qu'ils peuvent résoudre tous leurs problèmes. Ils peuvent faire tout ce qu'il faut faire. Ils découvrent un nouvel outil, ils vont aller l'explorer, maîtriser, savoir comment l'utiliser. Troisième chose, ils aiment partager. Et ça, c'est très important. Il y avait certainement d'autres, une passion pour l'apprentissage. Ça va avec la curiosité. Mais tu vois, il n'y a rien de geek là-dedans. Oui, bien sûr. Et ça reste vrai aujourd'hui. Donc, j'ai commencé à créer cette pilier et j'avais plein de sujets dans ce domaine digital, comme cette passion pour le learning, parce que j'adorais inspirer les gens, motiver les gens à apprendre. Mais finalement, on a peu de moyens. Et je disais, l'enjeu numéro 1 dans le digital, c'est les data, les données. Ça, on était en quelle année quand tu commences à t'intéresser à la data? 2017-2018. Oui, c'est tôt. Ouais. Mais justement, il y a un vrai sujet sur les data, c'est que tout le monde en parle et finalement, peu de gens les utilisent vraiment, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit pourquoi les data? Quel type de data? Comment les récolter? Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans? OK, c'est une très bonne question. On savait qu'il fallait prendre les décisions informées par les data. Mais par où commencer? Et par une chance, on a décidé de commencer dans les usines. C'était McKinsey qui nous avait rencontré Tata Steel, qui avait lancé un programme de formation pour les ingénieurs dans les usines pour les former sur qu'est-ce que c'est les données, comment le structurer, etc. Tout la bonne gestion des données. Et deuxième chose, programmation en Python pour utiliser Python pour le machine learning. Et comme ça, les opérateurs, ils ont un problème de production. Par exemple, trop de défauts dans la ligne de production de produits qui sortent. Et aujourd'hui, avant les données, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient l'expérience des ingénieurs seniors. Il y a des centaines de leviers qui peuvent influencer la qualité du produit final. Mais dans quel levier est-ce qu'il faut ajuster? Et avec les données, tu prends toutes les données entrantes qui peuvent influencer le résultat. Tu prends les résultats et tu fais ça pièce par pièce, si tu peux.
Et donc, tu as des milliers de cas. Sur toutes ces conditions de production, le produit qui était produit à la fin était bon ou pas bon. Bien sûr. Et ensuite, tu analyses ça avec le machine learning. Le machine learning arrive à prédire, selon ces conditions, est-ce que le produit va être bon ou pas bon, qui n'est pas notre but final. Une fois qu'on a un algorithme qui fonctionne, tu peux demander à l'algorithme quelles sont, parmi toutes les variables qu'on a données, toutes les données, les 3 ou 4 les plus influençants sur le output. Et ensuite, tu reviens, tu analyses les données pour les bonnes qualités pour ces 3 leviers, tu établis des nouveaux set points pour ces 3 ou 4 leviers, tu mets ça en production, et le système est beaucoup plus stable et les défauts partent. C'est relativement simple. J'essaie d'expliquer ça simplement parce que les ingénieurs au début ils disent je ne peux pas apprendre le machine learning, etc. Mais finalement, c'est relativement routine. Si tu peux faire Excel, tu peux faire tout ça. Donc, ça, on a lancé en fin 2019. Et l'objectif, c'était de dire quoi? On commence par le terrain, parce que c'est là où en fait on peut avoir des cas d'usage tout de suite concrets, palpables, avec un impact? Oui. Mais je pense qu'on était moins réfléchi que ça. C'était une occasion est arrivée. McKinsey qui nous a fait rencontrer Tata Steel, qui nous a donné l'idée, tiens, on va faire ça dans les usines. Et ensuite, il fallait vendre ça aux responsables d'Industrial Excellence, etc. Et c'était relativement facile à faire. C'était pas sans coût, hein. Le coût était important, mais c'était très rapide. On disait au début, on peut faire ça nous-mêmes, mais avec McKinsey, on ira plus vite. Et du début au projet, le 7 octobre, on a lancé les premières formations fin novembre. Donc, c'était hyper rapide, mais avec un processus d'amélioration en continu. Tous les soirs, on retravaillait tout le contenu après les expériences. Et aujourd'hui, donc ça, on a lancé ça en fin 2019. Là, on est plutôt en mode run. On a formé déjà 140 de nos 800 usines. On a formé 700 ingénieurs. On a formé 4000 managers sur qu'est-ce que ça veut dire, le data dans l'entreprise, mais surtout dans le manufacturing. Donc, c'était... et tout ça pendant le COVID. Donc, on est passé d'un jour à l'autre du mode face-to-face à les formations offertes par c'est quand même un Teams. sacré accélérateur pour toi qui étais à fond sur le digital. Ah, moi, j'étais ravi. J'avoue, de ce point de vue-là, j'étais ravi. Je me rappelle que tous mes autres collègues disaient, bon, le lockdown, ça va durer quelques semaines et ensuite, on revient en arrière. Donc, c'est juste prévisoire. Et moi, dans une réunion, j'ai dit, écoutez les gars, on va pas aller en arrière parce qu'on va réussir. Et une fois qu'on a montré qu'on peut réussir l'objectif de formation en remote, l'entreprise va pas nous permettre de revenir en arrière. Et c'est exactement ce qui se fait. Et les employés râlent parce qu'ils aimaient bien Château Forme et tout ça, mais on est aussi efficace, voire plus efficace par le virtual learning que... mais en même temps, il y avait un énorme shift, encore de moins en moins e-learning et de plus en plus de webinars avec un instructeur par le virtual learning. Ouais. Et du coup, tu commences par la data, donc je comprends. Ouais. Tu commences par acculturer effectivement une cible plutôt usine dans les débuts. Oui. Et ensuite, comment tu fais pour utiliser la data dans le learning? Quel type de data tu utilises? Est-ce que toi-même, tu avais des analytics que tu utilises sur le learning? Et la réponse est pas énormément. Oui. Et ça touche ce sujet de personnalisation de learning et tout ça, toute cette user experience, l'experience Netflix. Et moi, mon point de vue est que ça peut que marcher si vous avez un énorme catalogue de plein de petits modules, plus toutes les données de qui a fait quoi et quel post ils ont atteint. Il faut des tailles critiques, des sets de data, bien sûr. On n'a pas ça. Je dis, c'est aussi facile pour quelqu'un de venir dans le catalogue et regarder les chemins qu'on a proposés pour finance, pour achat, etc. Et donc, non, on n'analyse pas énormément les données sur la formation, à part les choses comme Net Promoter Score, oui, voilà, des choses comme ça.
Et du coup, tu parlais tout à l'heure de tes cibles, donc tu avais tes managers, tu avais tes opérationnels, et ensuite, côté Codir, Comex, il faut aussi que tu arrives à les onboarder sur ces enjeux, Oui. parce que l'impulsion vient aussi d'en haut. Est-ce qu'il y avait des impulsions qui étaient menées là-haut, ou toutes ces cibles-là étaient déjà très acquises, très convaincues par les enjeux de la data? Je dirais qu'ils étaient plutôt convaincus. Mais effectivement, comme je vous ai dit, il fallait qu'on cherche le financement pour ce projet qui n'était pas programmé et qui coûtait relativement cher. Et donc, c'était vu au niveau du COMEX et on a eu les sponsors des grosses business plus Industrial Excellence et on a lancé la formation. Et le but de la formation était pour les ingénieurs. Mais on disait, mais on ne peut pas entrer dans une usine et former les ingénieurs sans former le management de l'usine. Et on ne peut pas aller en Pologne former une usine sans qu'on prévient le PDG de Pologne et de la région. Donc, on a créé une formation awareness et qu'on a déployée de haut en bas. On a commencé par le COMEX. Donc, ils ont passé une journée en formation sur qu'est-ce que c'est le data, même qu'est-ce que c'est Python, quelques exercices. Et ensuite, on a fait tous les leadership teams de tous les business. Et incroyablement, ces premiers dirigeants voulaient actuellement programmer en Python pour voir ce que c'est. Mettre les mains dans le cambouis, tester, donc, ils avaient tous les laptops devant eux. Ils étaient en train d'écrire relativement simple. Après, je pense que tu as quand même des profils d'ingénieurs dans ton Codir quand même. Donc, je pense que c'est des gens qui n'ont pas peur de... Tout à fait. Et il y avait une certaine compétition entre eux. Ah oui, c'est quand même, on est sur des gros profils. Qui était rigolo à voir. Moi qui n'étais jamais trop pour le gamification dans la formation, là, ça marchait. Ça marchait, oui. C'est intéressant. Donc, eux, ils étaient vraiment supporters et partants. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, tu as la grande vague des IA génératives qui arrive. Oui. Comment tu l'aperçois? Est-ce que ça fait partie de tes enjeux? Comment est-ce que tu adresses les enjeux d'intelligence artificielle générative? Alors, bien que moi, ça faisait 5 ans que je formais les gens en machine learning, bien que ma fille est un data scientist spécialisé dans l'analyse d'images. Ouais. Là, tu as quand même partagé, tu lui as donné une... Non. Elle est arrivée là tout seule et moi, je suis arrivé de mon propre chemin. Mais même moi, quand ChatGPT a été lancé fin novembre, j'ai pas vu ça arriver de tout. J'étais pas très concentré sur l'évolution du monde IA, mais ça m'a surpris et j'ai commencé tout de suite à expérimenter. J'ai envoyé les copies d'écran à mon manager qui disait « Oh my God ». Un exemple, par exemple, ce qui était à ce moment-là, on préparait notre Career Day. Ils avaient l'idée de parler de 4 types de parcours de carrière typiques: linear, spiral, transverse et expert. Et ils avaient organisé une réunion, ils ont parlé de tout ça. Elle m'appelle en disant, on veut que toi, tu prends le profil expert et que tu écris un script pour une vidéo, etc. Mais j'étais pas dans la réunion. Et elle disait, elle m'a donné un descriptif rapide de chacun. Donc, je vais sur ChatGPT. Elle a accroché le téléphone. Je vais sur ChatGPT. Je dis, voilà, on a ces 4 profils chez nous, linear, expert, etc. Donne-moi un descriptif de chacun. Il a sorti un descriptif parfait. Je disais, donne-moi un persona de quelqu'un avec le profil expert. Et j'ai raffiné cette persona. Je dis, maintenant, j'ai besoin de créer une vidéo avec un script où cette persona parle de lui-même. Écris-moi ce script qui va durer 1 minute. J'avais le script, quelques modifications en échange. 10 minutes. Je renvoie ça à mon manager. Il disait, oh my God. Donc, moi, j'étais en train de découvrir et en train de poser les questions, mais comment je vais aider Saint-Gobain à approprier cette technologie? Mais notre DSI aussi était sur le coup, nos centres de recherche, notre direction de marketing. Et en janvier, on s'est rendu compte que on posait tous les mêmes questions. Donc, on a créé un petit comité très informel pour partager nos expériences. Il s'appelle comment, ce comité? Oh, Generative AI Committee. Oui. Et donc, j'ai proposé, on a tous eu des idées et finalement, on s'est dit, on va commencer par un idea jam pour
promouvoir qu'est-ce que c'est Generative AI, aider les gens à découvrir, create awareness, et ensuite suivre ça par une espèce de hackathon où on développe quelques idées qui sont pertinentes. Donc, on a fait le Idea Jam en mois de mai 2023. On a eu plusieurs centaines de participants regroupés par fonction qui se réunissent virtuellement pendant une période de 3 semaines et ensuite qui ont posté sur... on avait une bibliothèque d'idées taguées par la fonction, etc. Et donc, chaque fonction a listé les vingtaines d'idées qu'ils trouvaient les plus pertinentes. Et de cela, et on a fait plein de webinaires autour pour communiquer, du buzz, on a eu les professeurs qui sont venus. Et ensuite, on a choisi 6 projets qui étaient intéressants par leur applicabilité dans le groupe et aussi par la complexité technologique, parce que le DSI a voulu... du challenge aussi. Oui, de savoir comment on va faire ça. Et donc, on a fait 6, et on a fait ça pendant 3 jours en septembre. Alors, quelles étaient ces idées? Et est-ce qu'ils étaient des bonnes idées? Globalement, ils n'étaient pas mauvais, mais on était tous débutants à ça. Nos idées maintenant sont beaucoup plus percutantes, mais c'était un très bon exercice. Mais il y avait pas mal d'idées autour de, on peut dire ça, un copilote expert dans tel ou tel domaine de Saint-Gobain qui peuvent aider les utilisateurs. Un exemple, internal controls. On a un reference framework pour internal controls qui est épais et que en anglais et qui est mis à jour assez régulièrement. Et les pays sont obligés à vérifier que les réglementations, les règles qu'ils ont mis dans leur usine, etc., localement, sont conformes avec cette reference framework du groupe. Donc, on a dit, on va créer un ChatGPT, on va télécharger tous ces documents, et ensuite, lui, il sera capable de répondre à des questions dans n'importe quelle langue. Les gens puissent télécharger leur réglementation et il va dire c'est quoi les différences, où est-ce que vous êtes déficiente. Mais ça a marché, oui? Non. Ah oui, c'est vrai. Non. La technologie aujourd'hui pour incorporer vos propres contenus n'est pas perfectionnée. C'est pas dans un stade où on peut vraiment l'utiliser. Lui faire confiance et se dire, OK, c'est fiable. Je vais vous expliquer pourquoi, juste brièvement, pour ceux qui... quand on parle d'un large language model et sa base, il n'y a pas de connaissance dans la base explicitement dit, comme le président des États-Unis et Joe Biden ou la population de Paris et X. C'est juste les probabilités des mots qui est utilisé pour ensuite déterminer si j'ai ces 1000 mots dans une chaîne, c'est quoi le mot suivant le plus probable ou le deuxième ou le troisième plus probable. C'est ça. Mais implicite dans ces probabilités, c'est du connaissance. Donc, si toi, en tant qu'utilisateur, tu télécharges un PDF, tout le texte de cette PDF est collé dans ton prompt. C'est exactement comme ce que tu mets dans le prompt. Il gère ça très, très bien. Tu colles 2 pages, dis donne-moi un résumé, il va le faire. Mais quand tu as des centaines de documents, les centaines et les centaines de mégas de données à télécharger, tu peux pas coller ça dans le prompt. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils utilisent une approche qui s'appelle Retrieval Augmented Generation, RAG. Il télécharge ces documents, il les coupe en petits blocs, à peu près un paragraphe chacun. Il les tag avec le contenu. Et ensuite, quand l'utilisateur pose une question, l'architecte essaie de choisir 3 ou 4 ou 10 blocs dans lesquels peut trouver la réponse. Et la plupart du temps, moins de 50%, est-ce que ça répond aux questions. Sachant qu'en plus, toi, tu as vraiment besoin de fiabilité parce que tu travailles sur des matériaux sensibles, de construction. La marge d'erreur, elle doit être nulle, quoi. Exactement. Donc, on a plein d'idées de projets comme ça. Le DSI travaille beaucoup. Ils ont fait énormément de progrès là-dessus. Cette solution Internal Controls Reference Framework est maintenant disponible pour tous les business. On appelle ça Erica. Ce que je trouve assez bluffant, c'est cette initiative finalement d'avoir ouvert cette réflexion à d'autres fonctions.
parfois, tu vois, c'est des sujets qui sont un peu le monopole de la DSI. Oui. Mais le fait d'ouvrir, tu vois, cette démarche participative d'idées aux différentes fonctions, c'est aussi une façon de les embarquer, tu vois, et leur dire Ouais. soyez contributrices, proposez Mais des je pense idées. que c'est toujours ça avec le DSI. C'est vraiment le DSI qui a l'idée d'un projet fonctionnel. Projet technique, oui. Ils ont créé, on a une plateforme GPT en interne avec l'architecture Microsoft Azure, comme tout le monde. Parce que du coup, il n'y a pas eu de défiance. Parfois, on voit des boîtes qui ont un peu peur. En fait, j'ai l'impression qu'on a deux camps, tu vois. Tout le monde, globalement, a été très surpris. Oui. Parce qu'avant, on te parlait, tu le disais très bien, machine learning, deep learning. Ça semblait lointain. T'entendais des grands penseurs, genre Yann Lequin, Yoshua Bengio, etc. Et tu dis, waouh, c'est loin. Qu'est-ce que j'en fais? Et là, tout d'un coup, c'est arrivé. Et les interfaces sont quand même très sympas. Tu peux facilement taper ton prompt. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux camps. Il y a des entreprises qui s'en saisissent et qui disent, OK, c'est un virage tech, il faut le prendre. Et d'autres qui tâtonnent et qui ont encore un petit peu peur. Oui, absolument. Et je suis contente que nous, on était plutôt dans le camp, on n'avait pas peur. On voyait qu'il y a les risques de confidentialité, Propriété. de propriété intellectuelle, etc. Mais on a dit, on va avancer. Mais les messages sont un peu partagés entre le DSI qui disent c'est risqué, donc il faut utiliser la plateforme qu'on a créée en interne, et la réalité que ChatGPT 4o est tellement meilleur que tous les autres. Tu peux l'avoir sur ton téléphone, Oui. tu peux lancer ton prompt en 2 minutes et tu n'as pas forcément confiance que tes données ne sont pas dans un bac à sable protégé en interne. Mais c'est les mêmes problématiques qu'on avait avec la traduction en ligne. Tu donnes un document, ce document est maintenant dans le cloud, il est plus maîtrisé. Et tout le monde pense que le risque, c'est que je vais donner mon contenu à ChatGPT qui ensuite, quelqu'un d'autre va poser une question et va exposer cette information confidentielle. C'est pas ça, le risque. Parce que le document que tu as partagé, ça fait un partie des milliards. Les milliards, c'est quasiment impossible que ça va sortir dans un query de quelqu'un d'autre. Par contre, cette information est stockée dans un data center, comme tous les autres, et c'est ça le risque. Donc, c'est réel. Et quel est ton regard, Bart? Parce que du coup, tu es très au fait des nouvelles technologies sur ces IA génératives et sur nos métiers de la HR, sur nos métiers du learning. Tu penses quel va être l'impact? Alors, je vais arriver, mais je veux juste revenir sur les autres projets qu'on a menés. Par exemple, une autre qui était et qui a très très bien marché, c'est une qui génère ce qu'on appelle un Standard Operating Procedure. Dans les usines, tout ce que fait les opérateurs, on doit avoir un document qui décrit tout ça avec des images. Pas compliqué à faire, mais ça prend du temps. Et donc, une initiative était de permettre les gens d'aller dans l'usine, filmer un opérateur en train de faire les tâches avec leur smartphone, donner le smartphone, le vidéo au Gen AI qui allait transcrire le audio. De cette transcription, générer les étapes dans le Standard Operating Procedure. Ensuite, retourner dans la vidéo, enlever quelques images pertinentes, inclure ça dans le document et générer des documents. Et techniquement, au début, le DSI pensait que ça allait être compliqué et finalement, c'était un des plus simples. Et là, il est sur étagère chez Saint-Gobain. Tous les business peuvent le faire. Super. Et c'est génial. Et une autre idée qui est sortie de la fonction RH, c'est ce qu'on appelle Career Coach. L'idée de un chat GPT customisé qui peut simuler un Career Coach pour tous les employés. Et c'est un chat GPT qui est très différent de les autres parce que c'est lui qui prend, c'est un GPT, c'est un chatbot, qui prend le contrôle de la conversation. Et donc, le prompt qu'on écrit derrière est assez complexe. Et donc, cette initiative, notre DRH nous a demandé de le réaliser. Et pour notre Career Day qui était la semaine dernière. Et donc, j'ai travaillé là-dessus. Aucun besoin d'avoir l'intervention d'IT parce qu'on ne téléchargeait pas du contenu de Saint-Gobain. On reposait sur la connaissance que le GPT avait déjà sur le monde du career coaching. Mais par contre, tu as besoin de contrôler sa manière d'interagir avec l'utilisateur parce que il faut qu'il prenne le dessus,
il faut que, selon le besoin de l'utilisateur, il établit un plan de questions qu'il va les suivre et qu'il les pose un par un et qu'il rebondisse sur la réponse de l'autre utilisateur. On a voulu que tu avais l'impression que tu es en train de parler avec quelqu'un. C'est génial. Donc, quand on a commencé à créer ça, je crois que c'était en février, on avait mis un jeune interne très technologique là-dessus. Mais finalement, c'est pas les geeks, c'est pas les IT qu'il faut. C'est les gens qui sont experts dans le domaine parce que tu t'exprimes en anglais. Il faut penser un peu comme un ingénieur dans le sens dire les choses très structurées, etc. Et donc, c'est plutôt moi qui ai pris le dessus. Et au début, j'ai essayé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être career coach, qu'est-ce qu'on a voulu que tu fasses. J'étais très explicite, qui est beaucoup trop limitant, si tu veux, parce que j'avais un cas d'usage dans ma tête, mais les gens arrivent avec plein de cas d'usage. Et finalement, comme je disais, il sait déjà. Tu vas sur ChatGPT, tu poses des questions sur career coaching et il a toutes les connaissances, il a lu tous les livres, mais il faut contrôler l'interaction. Et donc, la dernière version, il dit bonjour, je suis career coach, etc. Dis-moi bonjour dans la langue de ta préférence pour démarrer la conversation. Et l'utilisateur va dire buongiorno, oui, buongiorno, ou bonjour, ou guten Morgen. Et ensuite, il va commencer à parler la langue de l'utilisateur. Mais aussi, il a pris le dessus sur la conversation. Deuxième réponse, il disait, voilà, je suis ton career coach, je vais t'aider, c'est confidentiel. En commençant, dites-moi ton poste actuel, combien d'années tu travailles et qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Donc, comment je peux t'aider? Et avec cette réponse, le chatbot va ensuite, en interne, établir un plan d'action. Tu veux changer de poste? OK, on va revoir ton CV, on va revoir ton expérience et ensuite, on va voir quelles sont les possibilités imaginables. Tu as un conflit avec ton manager? OK, on va faire un autre plan d'action. Tu es un senior, tu prépares ta retraite? OK, un autre plan d'action. Mais zéro connaissance de Saint-Gobain. Oui, il n'avait aucune connaissance. Non, parce que cette capacité de télécharger, il ne fonctionnait pas. Donc, je n'ai pas voulu avoir cette complexité. Donc, vraiment un coach neutre. Neutre. Et d'ailleurs, je réfléchis, parce que j'ai exactement le même prompt sur les GPT de ChatGPT, que si je rends disponible, tout le monde peut l'utiliser. Donc, je suis en train de discuter ça avec mon manager. Est-ce que tu es en mode open source ou est-ce que tu es... Est-ce qu'on promouvoir ça comme le Career Coach Saint-Gobain? On va voir. En tout cas, il marche très, très bien. Et on continue à faire les mises à jour régulièrement. Il est ouvert à tous? Il est ouvert à tous les employés. On fait les mises à jour régulièrement. Je crois que c'est tout ce que je veux dire. Et les gens puissent revenir. Toute l'idée était que je commence aujourd'hui ma discussion, tu me donnes quelques idées, je vais aller travailler, je vais revenir en 2 semaines et je vais continuer la conversation. Et toi, le career coach, tu te rappelles tout ce qu'on avait dit avant. C'est très intéressant. C'est très difficile à tester parce que chaque fois que tu poses la même question à un GPT, tu as une réponse différente. Similaire, mais différente. Et donc, chaque fois que tu changes le prompt, tu as besoin de retester parce que tu as essayé de faire un changement pour améliorer quelque chose, mais il faut vérifier que tu n'as pas cassé une autre chose. Et il faut avoir une conversation qui dure 20 à 30 minutes. Et il faut faire ça pour une dizaine de cas. Donc, tu vois la taille du truc. Et donc, j'ai posé des questions au DSI. Je dis, est-ce que je peux pas avoir 2 GPT qui parlent entre eux? Et je crée un persona. Mais en fait, avec 4 O, le fait qu'il peut parler à haute voix, je peux en fait faire ça. Je peux avoir un audio et ils discutent ensemble. Et il y a un qui joue le persona et l'autre qui joue le career coach. Je n'ai pas encore testé, mais c'est dans Tu vas avoir un dédoublement de personnalité. Qui suis-je? Alors, pour revenir à ta question, et le fonction RH, comment ça va changer? Donc, on est en train de travailler avec les fonctions, avec un programme qu'on appelle Reshape, qui aide les fonctions à réfléchir sur leur processus et comment intégrer le Gen AI dedans.
Et ça, c'est un programme de Saint-Gobain University. Donc, tu vois, c'est pas la formation. Incroyable, ouais. Nous, on n'aime pas le nom Saint-Gobain University, mais il est ce qu'on a. On n'aime pas le mot formation. On dit on est learning and development et de plus en plus development. On est partenaire avec les business sur les programmes de changement. Et donc, on les aide à réfléchir sur comment reconcevoir leur processus en interne pour intégrer le GenAI, pour augmenter la personne qui fait tel ou tel step ou remplacer une personne ou des personnes qui font tel ou tel step. Et par exemple, dans le fonction RH, le processus dont tout le monde pense, c'est le recrutement. Donc, on a fait un proof of concept où on a pris un descriptif de poste qui était sur LinkedIn et on a pris une vingtaine de CV et de candidatures et on a fait évaluer ces candidatures contre le descriptif de poste par GPT. Et c'était incroyable. Ah ouais, le tri était oui. bon. Alors, je dis c'est un proof of concept, un proof of idea ou une demonstration of an idea parce que c'était pas un réel cas. Mm-hmm. Là, on est en train de faire ça avec un réel cas pour voir s'il fait aussi bien qu'un recruteur. Mm-hmm. Mais après qu'il évalue chacun selon un grille et il les rank en ordre, etc., tu peux lui dire, OK, pour les 3 premières, je vais les recevoir. Aide-moi à préparer les entretiens. Quelles sont les questions que je dois poser? Quels sont les points dans le CV à lesquels je dois creuser? Donc, une possibilité énorme de raccourcir le temps et augmenter la qualité et enlever le bias qu'on a dans le recrutement, potentiellement. Mais aussi, il faut savoir que le GPT a des bias aussi. Surtout dans les postes de STEM, on privilège les hommes. Et tu peux enlever le nom, mais quand tu lis le profil, le CV sans le nom, tu peux deviner si c'est une femme ou si c'est un homme. Donc, pas mal de cas. Mais ça, c'est une chose sur laquelle on est en train d'expérimenter. Mais plus largement, alors comment ça va changer la fonction RH? On avait déjà lancé un chatbot avec des technologies un peu plus anciennes pour répondre à toutes les questions communes que les employés posent à leur RH pour décharger le RH de toutes ces questions. Et donc, ils ont trouvé plus de temps pour travailler sur d'autres tâches plus pertinentes. Donc, ils ont besoin de gagner du temps. Et si on peut avoir cette career coach qui prépare les premières conversations, qui aide la personne à réfléchir eux-mêmes, et ensuite, on dit à la fin, il faut toujours discuter avec votre manager et votre RH. Mais maintenant, ils arrivent devant les RH plus mûrs dans armés, leur pensée. plus préparés. Ouais. Donc, un gain de temps là-dessus. Une des questions que notre DRH nous a posées, c'est quoi l'impact sur le workforce planning du futur? Quels sont les profils qu'il nous faut? Quels sont les profils qu'il ne faut plus? Et nous, on a réfléchi sur le sujet, mais on a décidé que c'est beaucoup trop tôt de répondre à cette question. Personne ne sait exactement ce qui va se passer. Je pense que c'est clair que à l'heure actuelle, GenAI va pas remplacer la plupart des gens, mais les gens qui utilisent le GenAI vont remplacer les gens qui n'utilisent pas. Et d'où l'urgence, comme je dis aux managers, que eux ils se forment et s'assurent que leurs équipes se forment, parce que on est dans une course maintenant. Et le développement de GenAI est beaucoup plus rapide que tout ce qu'on a vu avant. Bouleversant, ouais. Oui. Quand tu regardes ce qu'on peut faire aujourd'hui et tu compares ça à où on était il y a un an, tu n'aurais jamais dit qu'on serait là. Mais là où je te rejoins, j'ai vraiment l'impression qu'on est à un moment un peu de virage et que tu vas avoir les boîtes qui s'emparent en fait des IA Gen et ceux qui vont pas prendre le train en marche et dans 3 ans, ça va être un mur très violent. Hein. Oui. Ce qui est bien, c'est que un individu peut apprendre à maîtriser GenAI et tirer profit relativement rapidement si il s'y met. Mais c'est autre chose que de changer les process, tu vois. Là, Exactement. Et aussi d'avoir un DSI et un culture de l'organisation
qui embraces cet aspect. Et je pense que c'est très important d'avoir ça. Alors, juste pour continuer sur ce message que c'est urgent alors d'apprendre, nous, on a lancé les formations en février pour les employés sur le Gen AI. C'est 3 heures de classe virtuelle. Et dans cette première classe, on dit il y a 3 sources de valeur. C'est de Gen AI. C'est l'utilisation quotidienne de tous les employés dans les tâches, le refonte, la reconception des processus formels en interne autour de Gen AI et la création de nouvelles possibilités qu'on ne pouvait pas faire avant, comme le career coach. Mais l'urgente, c'est la première. Et trop souvent, les gens disent « Ah, OK, c'est un peu comme Google Search ou c'est un peu, il répond à mes questions, il peut écrire les poèmes. » J'en ai le ras-le-bol d'entendre « Il peut écrire les poèmes. » Donc, je commence la présentation avec une arbre de tout ce qui est possible qui commence par la capacité de faire une summarisation de sa connaissance ou une summarisation du document que tu lui donnes ou les choses comme ça. Et ensuite, tu as toute une branche qui descend qui est autour de la création de contenu. J'ai besoin d'écrire un podcast, j'ai besoin d'écrire une présentation, j'ai besoin d'écrire un email. Et toutes les manières dont il peut t'aider à le faire. Il peut commencer par une page blanche où tu peux lui donner quelques points clés ou un draft et c'est un travail collaboratif entre toi et le GPT et toi, tu gardes le rôle le plus important qui est est-ce que j'aime ce qu'il m'a généré ou pas? Est-ce que ça va dans le sens où je veux? Donc, tu es plutôt un rôle éditeur et c'est lui qui va faire le tâche manuelle de écrire, version après version après version. Donc, on fonde sur ça. Mais ensuite, tu as l'autre côté de l'arbre qui a une branche brainstorming et une branche analyse et une branche apprentissage. Le brainstorming, c'est la partie le plus intéressante. Tu as une idée, par exemple, dans la formation. Quelqu'un arrive et disait, moi, je veux former mes gars sur data literacy. Non, ça, c'est un peu trop concret. Mais je sais pas. Quelqu'un arrive avec un besoin de formation, un besoin de changement. Ouais, okay. Et donc, nous, on commence à brainstormer avec le ChatGPT sur les possibilités. Voilà le problème. Quels sont les différents moyens, je peux imaginer, de répondre à ce besoin? Donc, on fait du brainstorming, un à un, mais avec ChatGPT. Et le cible, éventuellement, c'est d'arriver avec une proposition que tu envoies au client, qui va valider, et ensuite, tu passes à la prochaine étape. Et mon manager, Valérie, elle a fait ça justement pour cette première proposition qu'on a fait sur Reshaping Your Business. Et elle a fait ça dans 30 minutes. Le client était choqué qu'on avait envoyé un document de 4 pages si détaillé en 30 minutes, un gain de temps énorme. Donc, ça, c'est le brainstorming. Ensuite, analyse. Je te donnais un exemple, l'analyse des CV, mais l'analyse aussi des propositions en réponse d'un appel d'offres. J'ai fait ça avec un RH en Roumanie qui m'a envoyé les documents. Elle venait de faire une sélection. J'ai dit, donne-moi les documents pour que je puisse voir comment ChatGPT le fait. 30 minutes après, elle a dit, c'est en roumanien. J'ai dit, oui, mais il parle le roumanien. 30 minutes après, je l'envoie le résultat, un gris avec les notations de chacun des 4 trucs. Elle disait, incroyable. C'est exactement ce que nous avons conclu après plusieurs semaines d'études. Mais beaucoup mieux dit que ce qu'on avait. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne fais plus rien maintenant, tu fais que, mais ça te guide ensuite quand toi, tu lis les propositions, etc. Et elle disait, ce qui était difficile, c'est qu'ils étaient tous 4 propositions des formats complètement différents parce qu'elle n'avait pas exigé une structure. Mais ChatGPT, il s'en fout. Il le lise, il les synthèse. C'était impressionnant. Donc, je présente cet arbre à tout le monde pour ouvrir les yeux et ensuite, je leur montre les exemples, l'écriture d'un speech pour notre PDG, la création d'un podcast, la validation des CV, par exemple. Et j'essaie de les exciter, de les motiver à aller expérimenter et je termine en disant, voilà, c'est urgent que toi et vos équipes
apprennent ça. Et je dis, OK, bah maintenant tu sais, mais tu sais aussi, il faut manger moins, il faut faire plus de sport, etc. Et rien change tant que tu ne changes pas ta quotidienne. Ça, c'est pas faux. Donc, qu'est-ce que tu vas changer? Et j'ai essayé de leur donner des billes. Je dis, bah, le matin, en venant au travail, prends 3 minutes et dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui et comment je vais utiliser le Gen AI dans ces tâches. Anticiper. Deuxième chose, à la fin de la journée, réfléchis sur ta journée et sur ton usage. Est-ce que tu aurais pu mieux faire? Troisième chose, chaque fois que tu vas sur Google pour faire un Google Search, stop, va sur ChatGPT et pose la question à ChatGPT. 4, parle avec tes collègues sur tes expériences. Et excellent. Oui, donc tu arrives vraiment à créer une espèce d'électrochoc pour que les gens se disent « Ok, c'est là, je dois m'en saisir. » ouais. Et alors, du coup, c'est passionnant parce que moi, c'est un peu mon dada, ce genre de sujet. J'arrive sur la partie un peu plus personnelle de ce podcast. Du coup, tu es baigné dans les nouvelles technologies, tu dois être ultra connecté. Comment tu fais pour déconnecter et avoir des moments où tout d'un coup, tu n'as plus d'ordinateur, tu n'as plus de téléphone? Est-ce que déjà ça t'arrive? Et est-ce que tu arrives à couper avec le travail parfois? Moi, je pense que je réussis très bien. Ma femme n'est pas forcément d'accord. Je pense que comme tout le monde, avec le remote working et tout le reste, on a de plus en plus de travail, de moins en moins de temps. J'ai l'impression que je me lève, je fais mon sport, je travaille, je dîne, je lis un livre, je vais au lit. Qui n'est pas très rigolo pour ma femme. Mais je suis passionné par ce que je fais, donc j'ai du mal à arrêter le travail à 20 heures. Mais tu arrives quand même à faire du sport, du coup, dans ta journée. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je cours et je fais de la musculation. Donc, tous les matins, j'ai lu un truc une fois, quelqu'un disait, le problème, c'est que tu te lèves et tu poses la question, est-ce que je vais faire du sport ce matin? Il disait, mais tu poses pas la question, est-ce que je vais brosser mes dents? Ils disent, tu poses plus la question. Oui, tu vas faire du sport. Tu te lèves, tu y vas. Et j'ai lu ça il y a 5-6 ans. Un peu en mode a Miracle Morning, tu sais, à 5 heures du matin, ou tu comment? Pas tout à fait. Je me lève à 6 heures, je fais le sport et ensuite je vais au travail. Mais je fais pas le mindfulness. Et je devrais faire plus de étirements. J'essaie, mais... Et tu as continué le théâtre à côté ou... Non, je fais pas de théâtre. Donc, mes passions dans la vie, j'ai 2 vieilles maisons, un ici et un à la campagne. Je suis un bricoleur, j'adore ça. Plus, on s'est mis à la permaculture. Donc ici, dans le banlieue parisienne. Ah oui, parce que pas en plein cœur de Paris, là, rassure-moi, là, je me dis. Mais j'ai un jardin qui fait quelque chose comme 400 mètres carrés. Et c'est beaucoup de boulot, plus le reste du jardin. Horticulture, qu'est-ce que tu fais? Ah non, permaculture pour ce qu'on peut manger. Okay. On essaie que de planter les choses qu'on peut manger, mais un peu partout. Si on plante un arbre, c'est un arbre fruitier. Donc, tu vois, c'est une passion. Et donc, le podcast que j'ai créé, c'était sur la permaculture. C'est pas vrai, tu as créé un podcast? Non, mais dans le cas de Gen AI, comme un exemple. Parce que du coup, ce qui est sous-jacent dans la permaculture, c'est aussi une éthique, quelque part aussi. Hein. Il y a une dimension très éthique, très durable. Absolument. Ouais, avec la notion d'écosystème, je crois. Oui, c'est ça, de permaculture. Et je peins des tableaux. Donc, vendredi soir, je termine. Et il n'y a plus de boulot jusqu'à dimanche soir en général, comme tout le monde, j'essaie d'anticiper la semaine. Et le soir, j'essaie de lire 1 heure au lit. Sur une tablette ou sur un vrai livre? Les deux. Le tablette ne me gêne pas, mais quand j'achète le livre, si je pense que c'est quelque chose que quelqu'un d'autre va vouloir le lire ou que moi je vais vouloir le relire, je sais pas, ou je veux le livre, j'achète le livre, mais sinon... j'achète sur le Kindle, je trouve ça génial. Et tu as un livre de référence ou des livres que tu nous conseilles? Tu te dis, ah tiens, ça c'est une super lecture pour cet été ou... Je vais juste vous dire qu'est-ce que je suis en train de lire actuellement. En fait, j'ai écouté un podcast de Ezra Klein du New York Times et lui, à la fin de son podcast, il dit « Quels sont les livres que tu es en train de lire? » Et la personne a parlé de Ursula K. Guin, qui a écrit une série de livres qui s'appelle Earthsea, qui sont un peu le précurseur de Lord of the Rings d'une certaine manière.
un monde imaginaire, des sorciers, des choses comme ça. Et donc, je viens de terminer le livre 4 et en papier, je viens de commander le livre 5 sur le Kindle pour Ah oui, donc tu es quand même bien passionné là. On va reprendre la référence, tu peux me dire? Ça s'appelle Ursula K. Guin, Guin, et la série de livres s'appelle Earthsea, Earthsea. Et en termes d'écriture, ce n'est pas une superbe écriture, mais ça devient de mieux en mieux à la fin. Mais c'est la construction de ce monde. Oui, tu m'as dit Lord of the Rings, moi ça me parle. Ouais. Je vois très bien. Et malheureusement, il y avait un autre livre que j'avais terminé, mais le nom du livre et l'auteur ne vient pas à l'esprit. Mais c'est le premier livre, c'est un père qui est pasteur aux États-Unis, qui a eu un seul fils très tardivement. Et lui, il est mourant, et donc il commence à écrire pour son fils, qui a 7 ans, des récollections. Et ces récollections sont très décousues, mais vers la fin, ça commence à avoir un sens. Super. L'écriture est absolument poétique, magique. Et ensuite, j'ai terminé ça, et comme toujours avec un livre, tu dis, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Ouais. Et j'ai vu qu'en fait, elle a sorti d'autres livres qui prennent la même histoire, les mêmes caractères, mais vus d'un des autres caractères. Vu de sa femme, vu de son meilleur ami. Donc, je les ai commandés. Ça, c'est pour la lecture de cet été. Ah, donc, tu as déjà ton stock de livres, a priori, pour cet été. Bon, t'es bien. Ouais. Merci beaucoup, Bart, pour toutes ces belles recommandations. Moi, je suis assez impressionnée par la façon dont l'IA générative a été embrassée par Saint-Gobain. Le fait que différentes fonctions, tu vois, et je trouve ça fort, s'en emparent, et que la HR, en plus, tu vois, soit motrice, c'est très fort, parce qu'effectivement, ça va impacter toute la chaîne de valeur HR, du recrutement à l'onboarding, enfin, tout le cycle de vie du collaborateur. Et je pense qu'on a tous besoin d'un Bart dans une boîte pour avoir quelqu'un qui part en défricheur et qui met les mains dans le cambouis, teste des cas d'usage. Donc, un grand merci pour ton témoignage. Merci de m'avoir invité, c'était très sympa. À très bientôt, Annie de la RH.